La cantina est ouverte pour ce 7 avril. Je suis accompagné de ici Tom, Galette Saucisse, salut à toi. Salut à tous. Et un invité de marque, Keo, Salut. bienvenue à toi. Du coup, la cantina de ce jour est évidemment marquée par la méta qui évolue à grands pas avec les sectoriels qui s'enchaînent. On a eu ce week-end Denver et Liverpool avec une très belle représentativité encore une fois des Français, notamment Keo qui nous fait un magnifique J2. L'actualité de Star Wars, c'est aussi l'annonce du prochain set avec la Force, je sais plus comment elle s'appelle, de Jedi, l'éveil de la Force, je crois que c'est un truc comme ça, non? Légende de la Force. Légende de la Force, les légendes de la Exactement. Force. Et donc un point sur la méta. Alors, évidemment, le chat est ouvert, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit ou à Galette ou à Keo, et à réagir avec nous. Euh, on a déjà Palpatine qui veut un autographe. Kyo, je pense que tu vois French Palpatine plus souvent que sa femme Je le t'en voit. donnerai un au week-end prochain. Ah, on va le voir tous les week-ends. Du coup, on va débuter tranquillement, avant d'entrer dans le dur du sujet, avec donc les légendes de la Force. L'annonce donc du prochain set qui va évidemment tourner autour de la Force. Je vous fais pas, on va pas entrer trop dans le détail. Je vous fais une vidéo dédiée à ça. Je voulais un peu avoir l'avis de nos invités du jour sur qu'est-ce qu'ils pensent de ces nouveaux archétypes. Pour faire, grosso modo, il y a deux nouveautés. Il y a la force, on va vous l'expliquer, c'est une activation supplémentaire, on va dire. Et il y a un nouveau mot-clé qui est caché, dissimulé, je crois. Dissimulé, hidden en français. Ouais. Et vas-y, Tom, je te laisse commencer. Du coup, moi je trouve ça vachement intéressant comme mécanique. C'est une nouveauté, avoir surtout la possibilité de gagner le jeton force. Ils ont présenté deux façons de le faire pour l'instant avec la base commune et une carte en bleu Vilénie qui permet de le gagner. Un petit anti-bet. C'est intéressant, faut voir les payoffs d'avoir le jeton force. Est-ce que ça serait intéressant de construire tout le deck autour? On a déjà vu deux leaders qui sont intéressants, surtout le Qui-Gon, de mon point de vue, qui a l'air de bien faire des trucs de tempo et de pouvoir abuser des when played, notamment. Après, ça va beaucoup être basé sur le fait que d'avoir des petites unités qui peuvent attaquer, qui sont capables de générer la force en début de partie, mais ça annonce du tout bon, on va dire. Encore un set qui commence bien et qui donne envie de voir la suite. Et toi, Kyo, ton avis? Ouais, je trouve que c'est assez similaire dans l'idée à Coordinate, c'est-à-dire tu as des unités qui font des trucs en plus quand tu remplis une condition. Mais contrairement à Coordinate, ça a l'air plus simple à remplir comme condition. Attaquer avec une unité, c'est quelque chose qu'on fait déjà pour gagner le jeu. Alors que mettre trois unités en jeu au même moment, Plus compliqué, c'est ouais. pas toujours évident. Ouais. Ouais, et ton adversaire peut plus facilement jouer autour de ça. Alors qu'il peut pas vraiment empêcher une unité force d'attaquer quand t'as que des unités force dans ton deck, par exemple. Surtout avec Ouais. Après, voilà, la mécanique. le mot-clé caché qui empêche de se faire attaquer le tour où on En arrive. plus, Donc, en plus, en plus, ouais, voilà, ce mot-clé, il est fait pour signer. Oui, du coup, c'est bien. Ils ont mis deux mécaniques qui ont une synergie ensemble, donc il y a du bon potentiel. Ouais. de mémoire, est-ce qu'il y a des unités force qui ont embûche à part le. Non, j'en vois. Il y a Ahsoka, je crois. Ah, et la Plo petite Ahsoka, ouais. Oui, Plo Koon, ouais. Plo Koon. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. Il y en a quelques-unes. Donc tu peux faire des tours très dévastateurs quand même avec la force, ouais. C'est peut-être pas. Et en plus, ça peut du coup donner un regain de vitalité à ECL qui en a perdu depuis Tarkington. Il y a une J'ai carte jamais été Tarkington. il y a une carte qu'ils ont montré, la 9-6 Overwhelm pour 6, qui marche bien avec, avec ECL pour finir une partie. Le Savage, là, ouais. Le Savage Opress. Celui-là, il a l'air marrant. Ah, par contre, faut avoir la force, parce que si t'as pas la force, tu te prends 9 dans ta base. Ouais, c'est pas grave si l'autre est mort. Ouais. Ouais.
Eldogeek, ouais, désolé Eldogeek, s'il y a des pubs, il suffit juste de rejoindre la chaîne, t'auras plus de pubs. Voilà. Ouais. Ouais, un set qui. Bah, alors, déjà, il va être très, très charismatique, encore plus charismatique que le set précédent, hein, parce que là, les Jedi, c'est vraiment le sel. La carte force, là, s'ils nous font une version hyperspace, elle risque d'être vraiment sympa. Après, elle est déjà très sympa avec le petit Obi-Wan qui est mort, là, ouais, en fantôme. Ça peut être pas mal. Donc on attend de voir les cartes. Il y a donc les bases à 28 PV. Ouais, encore des nouvelles bases, on a envie de dire, mais bon, on verra ça. Mais voilà, 28 PV, c'est pas un trop gros risque, je pense. On s'éloigne pas beaucoup des 30 PV, donc D'accord. Est-ce qu'il y aura. Ouais. tout dépendra de est-ce que le payoff est Ouais. assez bon ou pas, en fait. Ouais. C'est ça. J'ai pas vu, elles sont rares ou elles sont communes ces bases Elles sont toutes communes. Elles sont Comme communes. ça, ouais, en limité, tout sera jouable. Cette nouvelle mécanique sera jouable. Ce qui serait cool, c'est des méthodes alternatives avec d'autres bases qui permettent de pas forcément baser le gain de force sur le fait d'attaquer, mais imaginer un deck contrôle qui peut générer de la force à travers ses anti-bêtes ou des trucs comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Et donc, Parce que là, à l'heure actuelle, s'il faut attaquer, moi, je touche pas à ça. Ça t'intéresse pas? Ah oui, les decks contrôle qui attaquent une fois par tour, une fois par game, pardon. Ouais. Et le set là, du coup, il sera pas dans la première rotation. Du coup, lui, il va rester longtemps, ce set là, non? Mm. Parce que Ouais. c'est la lettre B, du coup. Ouais. Donc potentiellement un nouvel maître étalon, archétype maître étalon pour le jeu. Ok. D'accord. Bah, il va partir en même temps que le set pilote, hein, si je me plante pas. Il va avoir ça va être la lettre A. Comme, Ouais, c'est pareil, ouais. C'est les 3 premiers sets c'est ça, hein. Les qui trois sets sautent. de cette année, ils ont la lettre A et ils sauteront dans 2 ans. Dans 2 ans, ouais. Il reste 2 Ouais, ans. c'est ça. Ouais, donc ça va être un des sets qui va rester le plus longtemps en jeu. Ok. Bon, donc il va falloir vraiment effectivement s'y habituer. Ok, on fera une vidéo dédiée sur le set dès qu'on aura un peu plus de cartes. Ensuite, je vous propose qu'on passe à la version compétitive, évidemment, de la vidéo, avec les différents tournois. On vous a bloqué 3 tournois. Pourquoi? Parce que c'est 3 tournois à plus de 100 joueurs. Évidemment, il y a les 2 sectoriels, évidemment. Et on va également vous parler d'un petit, enfin, je dis petit, c'est entre guillemets, tournoi espagnol qui a eu lieu Reyerta en la Cantina. Désolé pour mon espagnol. Hello there. Hello. Et honnêtement, un tournoi très sympa parce qu'il avait eu lieu donc en même temps que les sectoriels de ce week-end. Quand même 100 joueurs, mais il y avait du gros lot. Tu peux nous redire, Tom, ce qu'il y avait à gagner sur ce tournoi? Le premier, c'était un vol à Vegas. Et après, Hello c'était there. du display. Je crois que c'était 3 displays pour le top 2. 6 displays peut-être pour le top 2, 3 displays pour le top 4 et un display top 8. Ouais, donc honnêtement, ça fait plaisir de voir des. Je pense que c'est une boutique qui a dû organiser ça, mais avec du beau budget, un vol pour Vegas. Et le Playmate est Et leur sympa. tapis de participation est On sympa. attend que The French Palpatine fasse la même chose. Bon, pour leur tapis, je pense merci Lia quand même, mais Ouais. sympa. Mais sympa. Sympa, sympa. Alors, en plus, un top 8 vraiment sympa. Avec un Anne jaune qui nous fait une belle perf. Je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Hop là, j'ai tout mis à l'écran, pardon. Le Anne qui nous fait... Hop. Donc on essaie de trouver un nom en préparant cette vidéo à cette version de Anne. On proposait le Anne pilote ou le Anne V2. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette version de Anne qui est apparue donc avec le nouveau set? Qui veut se lancer? Ouais, les nouvelles éditions, c'est le Stolen IT, New Adventure et du coup le Han Pilot qui est comme un Surprise Strike en plus. Fait que 2 dégâts en plus, je crois. Mais ça a l'avantage que si c'est sur un Falcon, ça donne le Strike First. Donc on prend pas de dégâts en retour si on tue l'unité en face.
Donc c'est une version un peu plus, je sais pas, plus agressive peut-être, parce que on met quand même un 4-5 en jeu tour 1. Et si on se le fait voler, du coup l'idée c'est que on le récupère avec une New Adventure. Donc il reste pas chez l'adversaire très longtemps. C'est une version viable, mais comme l'est aussi celle du 7-3, on n'est pas obligé de jouer cette version si on veut jouer Han au 7-4, je pense. Ouais. Tom a un truc à dire sur la version? Il joue Ahsoka plutôt que Kira. Moi, j'aime bien les deux, mais il Ouais, devait pas avoir la ça, place pour les deux. Mais Ahsoka me semble moi, elle me semble moins vraiment bonne. mieux. Moi j'aime bien, mais je préfère faire défausser que bloquer la main. C'est-à-dire, en fait, personnellement, mon expérience dans le match-up Han avec des decks mid-range control ou control, Kira fait bien plus mal que Ahsoka. Parce que Ahsoka, bon, je choisis la carte à défausser. L'effet d'exhaust unité est pas très impactant parce que les decks mid-range control ont plein d'events qui peuvent défausser s'ils veulent pas se faire exhaust unité. Et alors que Kira, en fait, quand elle arrive sur la curve, elle empêche le joueur en face de jouer. Ça donne un avantage c'est tellement oppressant, c'est tellement plus oppressant que simplement défausser une carte. Défausser une carte, c'est facile de jouer au tour, mais empêcher de jouer un Vador à 7 ou une vigilance à 6 ou un barrage à 5, enfin, les possibilités sont infinies pour vraiment faire en sorte que le Han prenne de vitesse le joueur adverse. Donc personnellement, je serai toujours la team. J'ai jamais joué Han, mais je sais ce qui m'embête quand je vois Han en face, et c'est pas Ahsoka. Et c'est pareil pour Quinlan. Les Quinlan qui jouent plus d'Ahsoka que de Kira, je les comprends pas. Ouais. Jouer les deux en x3 quand t'as le place. Il y a le chat qui nous Quand dit... à la place, ouais. Ouais, il y a le chat qui nous dit il joue pas Kira, mais il a gardé quand même les Sparks. Bon, ok. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Kira, Chapeau a raison, on voit quand même la main, ce qui est aussi un avantage qu'on n'a pas avec la Oui, Ahsoka. c'est ça, oui, voir la main en plus. Et surtout, en plus, Kira n'est pas obligée d'annoncer une carte qui est dans la main. Elle peut annoncer une carte qui va arriver. Chose que je me suis pris plein de fois contre de bons joueurs de Han. Euh, voilà, si tu vois pas le ramp dans la main, par exemple, je sais, Alexis au PQ de Paris il m'avait annoncé un ramp que j'avais pas dans la main parce que si je le top DK, il était mal. Et il a bien fait. Il a bien fait. Ouais. On a la version... Ouais. Bon, on a peut-être trouvé des noms. On a le anabolisant, ok. On a le Queenan, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est une version entre Queenan Vos et... Pas mal. En tout cas, il gagne le tournoi espagnol de 200 joueurs, donc il fallait quand même qu'on parle un peu de ce deck qui a le mérite d'exister. Surtout que leur top 8, il est pas dégueu, hein, franchement, il est pas dégueu. Il n'y a que deux Django. Il n'y a que deux Django en version de Tarkington. Ils ont encore une petite Sabine là qui a réussi à faire une petite perf, mais ouais. Ils ont un top 8 qui est vraiment pas dégueu. Donc ça c'était le 100 joueurs espagnol pour gagner une place pour Vegas. Et ensuite on attaque le nerf de la guerre avec les sectoriels. Et on va commencer par Denver. Alors je fais une petite pub sur le nouveau site de Meta qui est aussi tenu par un Français. Un coucou à lui. Très bon site aussi. Évidemment, il y a le site de Nox qui reste la référence, mais ce site est très bien aussi. Et donc, Denver, ils étaient 430, donc Milan, pour l'instant, on reste le plus gros tournoi. Évidemment, une grosse proportion de Django, 80 Django, 19% des joueurs inscrits jouaient Django. À l'américaine, ils aiment quand ça fait des dégâts, donc le deuxième leader le plus représenté, c'est Boba. Le Boba qui... on en a déjà discuté la semaine dernière. On trouvait tous sa forme, mais on trouvait qu'il manquait quelque chose. Et surtout, on trouvait que ça perfait pas. Et puis, ça s'est confirmé sur ce tournoi. Et les bases, effectivement, Tarkington, 117, 27% des bases sont des Tarkington. Ça, je pense que c'était pas une grande surprise.
la version là des statistiques est vraiment plaisante aussi. On voit bien l'énorme gap entre Django et le reste du monde. Hein. C'est... On discutera après hein, de l'impact sur la méta et de qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on reste dans les faits. Donc ça, c'était premier jour, 430 joueurs. Le top 64, on voit toujours ce gap, donc avec 25% de Django, 39%, alors qu'ils étaient 20% d'inscrits. Et un top 8 qui a cette forme-là. On va prendre le site de Charles pour le top 8. Avec une victoire finale pour un Django qui joue un Django, par contre, version base rouge à 30 PV. C'était un peu la surprise. Je vous laisse me dire un peu ce que vous en pensez. Bah, déjà peut-être des statistiques en général. C'est moins qu'à Milan, je crois, le taux de conversion des Django. On est passé de 20% à 39%, tu as dit? Oui, 39%. 19% pour 39. Plus, Ok, plus... alors à Milan, je crois que c'était 25 et 50%, c'est ça? Ouais. Bon, On est- en vrai, c'est un peu similaire. Ouais, c'est Je similaire. te- On est à 20% de... Enfin, plus on est, 20%. on est sur du x2. Ouais. On est sur du x2. Ah non, The French Batin dit qu'on était à 28%. Ouais, 28 pour 50. Oui, on est à peu près pareil, ouais. C'est à peu près pareil, mais bon, enfin, c'est à peu près pareil en termes de multiplication, mais au final, le fait est qu'on n'a pas 50% de Django en jour 2, et ça, c'est important. C'est en ça que c'est pas pareil. Il y a une plus grande diversité dans le jour 2 de Denver, et on verra Liverpool aussi, pareil. Donc ça, c'est un bon signe, j'imagine, si on prédit qu'il n'y aura pas de ban ou pas de changement pour Django, c'est un bon signe. Tom, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt. J'avoue que le Milan avec le jour qui pullule de Django et le top 8 avec 7 Django, il faisait très peur. Là, on voit que bon, les top 8 commencent à être un peu plus. On va dire, un peu moins remplis de Django. Les gens ont l'air d'avoir trouvé des façons de jouer différentes. Et peut-être que les Django aussi ont dû adapter leur liste par rapport à ce qui s'est passé à Milan avec une surreprésentation. Et donc, ça a ouvert la voie à d'autres decks aussi. Alors peut-être pas sur Denver, mais peut-être plus sur Liverpool. Je pense que moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'on voit aussi quand on regarde en fait le top jour 2, il y a une Leia, il y a un Luke, il y a un Boba, il y a quand même des decks, il y a un Yoda, il y a des decks qui réussissent à passer à passer jour 2, à passer les Django potentiellement, ou au moins à gagner certains des match-ups. Et on voit aussi qu'il y a énormément de bases sur ces decks-là, de bases à plus de 30 points de vie. Et ça, c'est assez intéressant. Le Data Vault qui a 33, la base incolore avec la Leia. Alors, j'ai pas regardé la liste en détail, mais c'est des pistes intéressantes d'essayer de gonfler des points de vie et d'avoir de la récup pour tanker le début de partie contre Django qui est explosif et l'épuiser en fait. Ouais. Après, pour faire un peu remonter le truc, bon, il n'y a eu qu'une semaine hein, entre Milan et cela, donc forcément, les joueurs n'ont peut-être pas eu le temps de trouver forcément les comptes, mais il y a quand même des choses qui se sont mises en place. Autre point, c'est qu'effectivement, bah, tu as les Django base 30 qui sont apparus assez rapidement en fait. Est-ce que vous pensez qu'ils sont arrivés pour les matchs miroirs? Est-ce qu'ils ont vraiment un gros impact sur le match miroir? C'est la question qu'on se posait. Non. Je pense que les joueurs qui ont joué cette base ont pensé qu'ils auraient un impact positif sur le miroir. Est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr, parce que clairement on voit encore on voit encore beaucoup de joueurs de Django avec Tarkington, donc je pense doit y avoir une différence d'opinion entre les joueurs de Django sur qu'est-ce qui est le mieux dans le miroir. Ouais. Et moi-même je suis pas sûr. Est-ce que le Tarkington te fait gagner assez de points de vie, assez de tempo par rapport à la base à 30? Peut-être, peut-être pas. En fait, de ce qu'on a vu de certains, enfin de ce que j'ai pu voir de certains miroirs de Django sur ces deux secteurs, c'est que l'initiative a l'air d'être pas mal importante pour Clairement. pouvoir attaquer avec tes unités en jeu avant que tu
Bah, avant que tu. moi qui ai joué Tu un passes Django à Milan, effectivement, ce qui est ressorti de mes matchs miroirs, c'est l'initiative et le premier qui dégaine son triple Dark Raid, quoi. C'était un peu ça, ouais. Le premier qui dégage son triple Dark Raid, il est pas avantageux justement. Donc c'est un peu étrange comme. C'est un peu étrange le miroir. Parfois, il faut savoir passer ou alors jouer une petite unité en attendant que ton adversaire trigger triple Dark Raid. Mais du coup, je sais pas, parce que activer Tarkington, ça fait que on n'a pas l'initiative souvent derrière. Mais le plus souvent, les joueurs de Django, ils essayent de trouver l'opportunité de l'activer, de faire en sorte que le joueur en face n'ait aucune unité sur le board. Et dans ce cas-là, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage dans le miroir. Mais ouais, Donc là, vous je avez serais à incapable l'écran. de dire si c'est meilleur ou pas. Ouais. Là, bon, le temps va le dire. Là, vous avez la version donc du vainqueur hein, qui jouait donc la base 30. Quelques modifs. Alors, il a suivi mon idée de partir sur un peu de terrestre. Hein. Il a rentré les guerrieros. Là, c'est la carte que j'avais rentrée aussi. Ouais, bon, voilà. Plus de barrage. Enfin, le nouveau barrage, je sais plus comment il s'appelle. Bombardement planétaire. Le bombardement planétaire. Ouais. Donc là, il a disparu complètement, même pas en side. Ouais. Et ça, c'est probablement une conséquence de la méta de Milan, où les joueurs de Django se sont dit, la cible à abattre, c'est pas les autres decks, parce que les autres decks, on les bat déjà, c'est Django lui-même, donc on n'a pas de place pour Planetary Bombardment. Ouais. Et Mais du coup, ils se sont fait avoir à ce jeu, parce que on verra à Liverpool. Liverpool, c'était pas la même, ouais. Ouais. Là, on est à l'américaine, c'est plus bourrin. C'est on tape et on voit après. Tom, tu avais des choses à dire sur ce deck en particulier? Bah, sur la base, en fait, dans un mirror où tu as une base à 30 et l'autre une Tarkin Town, en fait, de facto, tu auras souvent l'init. Mais est-ce que ça vaut le coup? Faudrait regarder. Faudrait regarder la game de finale, par exemple, si ça joue ou pas. C'est intéressant. Ouais, j'ai pas regardé cette Bah, finale. j'ai Mais pas, du coup, j'ai pas eu le temps non plus, mais si t'as l'init mais que t'as pas d'unité parce que elle s'est fait Tarkington, c'est ça pas sert à utile rien. pour le coup. Voilà, c'est On ça. est d'accord. Après, j'ai l'impression qu'il joue, tu vois, il joue la 2 de shield, il joue le Boba qui résiste à Tarkin Town. Il joue, bon, le Guerriero est pas très intéressant à Tarkin Town par l'adversaire. Ouais, faudrait voir la game Ouais. de finale pour voir. Non, sinon, bah, c'est un Django. Il joue un peu d'anti-bet. Il joue le vaisseau à 7, le Radiant en main. Je suis pas forcément tombé dessus quand j'en ai rencontré, mais Bon. je Autre pense chose. que c'est fort dans le mirror. Encore deux choses. Autre chose qui peut aider, c'est quand vous sortez un Juggernaut, pensez à trigger vos ennemis. Annoncer les triggers. Ça, c'était la petite pique. Et ça, c'est. Palpatine nous l'a dit, et toi aussi, tu nous le disais en préparation. Que deux matchs de ronde que 2 matchs de ronde au J2, c'est ça qu'ils ont fait? A priori. Ouais, je pense que c'était ça. Hein. On peut le vérifier sur le mêlé. Sur le mêlé, mais je crois que. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi que 2? Alors que Milan et Liverpool, on en fait 4, alors qu'on est sur le même nombre de joueurs, hein, on est sur un pool équivalent. Même nombre de qualifiés quasiment entre Liverpool et Denver, il y en avait 32 et 33. Ouais, Palpatine confirme. Hein. Ouais, Palpatine confirme. C'est vraiment un gros problème pour l'intégrité du tournoi, je trouve. Parce que. Vas-y, développe ton point et explique pour les gens qui ne comprendraient pas pourquoi ça pose souci. Déjà, il faut une certaine consistance entre. Enfin, il y a des règles en fait. Il y a des règles, il y a des documents de tournoi qui indiquent qu'à tel nombre de joueurs, on a tant de rondes. Et c'est pas au bon vouloir de l'organisateur du tournoi. Il n'y a pas de variable sur ça. T'as X joueurs, t'as X ondes en conséquence. Tu peux pas. Donc déjà voilà, c'est une information que les joueurs ont et du coup ils peuvent se préparer en conséquence dans le tournoi. Ils doivent s'attendre à avoir tant de rondes quand ils sont tel nombre. Mais le problème principal,
c'est que là, des 33 ou 32 joueurs pardon, qui étaient en jour 2 à Denver, je pense qu'une grande partie des 7-2 ne pouvaient pas prétendre au top 8 avec seulement 2 rondes. Parce qu'au maximum, ils seraient arrivés à 27 points. Et probablement qu'il y avait beaucoup plus de joueurs à 27 points ou plus. Enfin, il y avait assez de joueurs à 27 points ou plus pour faire un top 8 sans eux. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème quand tu fais jour 2, mais que tu peux juste prétendre à un top 16 au mieux. C'est pas du tout satisfaisant en fait Parce que, pour tous les joueurs. pour rappel, le cut pour passer top 8, c'est 30 points, c'est ça? Non, c'est pas 30 points, ça dépend de. Enfin, c'est les 8 premiers. Mais il faudrait faire le calcul en fait avec seulement 2 rondes. Combien de. Enfin, quel score il te faut pour faire top 8 Ouais. on pourrait faire ce calcul avec des. Il y a des outils pour ça. Mais là, intuitivement, je pense qu'avec seulement 2 rondes, ceux qui sont arrivés en jour 2 à 7-2 ne peuvent pas faire top 8. Ouais. Ce sera à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait poser la question notamment à Bronto, hein, qui nous répond assez facilement. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y avait un souci de délai, je sais pas. Mais bon, effectivement, il faut une continuité entre les tournois pour être équitable, effectivement. Ouais, et puis même au sein du tournoi, c'est un peu horrible de se dire je suis qualifié jour 2, mais même si je donne le meilleur et que je gagne toutes mes parties qui me restent, bah c'est mort, je peux pas aller plus loin. C'est un peu. Ouais, ça donne pas envie. Ça donne pas envie de jouer en fait. Et Ça ça ouvre aussi potentiellement la porte à de l'arrangement en mode moi je peux passer, laisse-moi gagner ou des trucs comme ça. Ouais. Ah, il y a. Il y a qui c'est qui nous disait, il y a eu dernière ronde, il y a eu beaucoup d'égalité en intentionnel, donc ouais, peut-être que les gars-là en plus ont été pénalisés par la suite parce que du coup ils n'avaient plus assez de points pour passer sur la ronde 9, sur la ronde 9 ouais. en fin de jour 1, ouais. Fin de J1, ouais. Mais bon, l'égalité intentionnelle est devenue autorisée, enfin légale, donc on peut le faire. Ok, donc ça c'était pour Denver, donc un Django rouge, basse 30 qui gagne. Voilà, ça reste un Django, mais bon, ça change un peu le deck change un peu, donc ça peut être au moins un sujet de discussion entre lui et le Django Tarkin Town. Et ensuite, on bascule à Liverpool. Et on est sur 418 joueurs, donc très beau pool également. On avait un peu peur avec Liverpool, un peu plus difficile pour se rendre là-bas pour les joueurs continentaux, on va dire. Du coup, on peut se demander si le tournoi à Séville n'a pas concurrencé le tournoi de Liverpool, vu que le prix était le même au final. Le vol payé à Vegas. Ouais, des sides en moins, ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Après, les Espagnols, c'est vrai que Liverpool, ça leur fait peut-être un peu loin, ouais. En tout cas, voilà. 76, Django, 18%, 1% de moins qu'on est après dans les mêmes proportions. Moins de Boba, plus de Queenland, ça c'est la touche européenne cérébrale qui arrive là un peu. Peut-être les gens ont peut-être plus suivi ce qui s'est passé à Milan avec les Queenland notamment de Oumar qui avait fait une belle perf notamment. Et de toi aussi, Thomas. T'avais le même leader quasiment, non? J'avais le même deck, mais j'avais le même leader et pas du tout le même deck. J'ai perdu contre Omar en ronde. C'est là que je me suis rendu compte que mon deck était pas fait pour le mirror, qui a été un problème. Piet aussi, et toujours un peu de Boba, mais je pense que Boba va... Si Django reste présent, Boba va être amené à disparaître. La Tarkin Town toujours ultra représentée. Au niveau des stats, on a la même courbe que lors du tournoi précédent. Vous remplacez Boba par Queenland et on est à peu près sur les mêmes statistiques. Le top 64 est également pas mal, avec un taux de conversion qui est à peu près pareil. Enfin, un peu moins là. Django est que à 34% sur le top 64. Et le top 8 est ainsi fait avec honnêtement, là le top 8 il a vraiment de la gueule quoi.
Ouais, avec des. Du coup, je connais pas trop les joueurs. J'ai pas fait gaffe au nom des joueurs américains du top 8 de Denver, mais là, les noms de ce top 8, ils sont connus, hein. Ah oui, On voit ces noms régulièrement bah, dans d'autres tournois. ils étaient là à Milan, quasiment. Il y a Ils étaient Béton, à hein. Milan, mais après, il y en a d'autres encore que je connais, notamment Yeo Serra, Bigot Notation. Je crois qu'il était pas. Je sais pas s'il était à Milan, mais c'est un nom que j'ai déjà vu aussi en top. Sip, il y Sip, était. ouais, Sip, il Oui, était. Steve qui y était évidemment. Béton. Et Jedrej aussi. Yedrej, Béton a fait top 16 à ce tournoi. il fait top 16 seulement? Jedrej, Pardon? Il fait que top 16, Béton? Je crois qu'il faisait top. Ok. Béton fait top Ouais, 16 sur ce top tournoi. 11. Ok. Mais il a fait top 8, je crois, à Milan. Il fait top 8 à Milan, ouais. Mais Jedrej est un très bon joueur, un polonais encore, qui avait déjà fait des perfs au tournoi de Birmingham de OPE avant que la saison de compète commence. Et il était venu aussi au PQ de Paris et il avait fait finale contre Mathieu. Ah, c'est lui? D'accord. Ah oui, le tout grand blond, là. Oui, oui, je vois bien qui c'est. Ouais, Oui, ouais. le type de plus de 2 mètres. Ouais, je vois bien. Super sympa, C'est lui. ouais. J'avais pu interviewer. Il est très sympa. Ouais. Et ah d'accord, il fait finale. Ah bah il a sa place pour Vegas et il a son vol pour Vegas. Ah bah c'est cool. Et là, par contre, surprise, Bosque Bleu. Bosque Bleu. Alors, j'ai pas réussi à vous avoir la liste en images, les amis, mais vous avez accès à la liste en version Mili. Et ça va nous permettre de basculer sur un autre Bosque qui a fait une belle journée à Liverpool. Ben, c'est toi, mon cher Co. Ouais. C'est Co Ouais, qui malheureusement, fait. j'ai pas pu avoir le showcase, c'était impossible. Ah, la showcase, il était premier. On va te mettre ton beau deck à l'écran. Est-ce que tu as en tête le deck du premier? Qu'est-ce qui change avec le tien Oui, alors en fait, le deck du premier, c'est simple, il s'est fortement inspiré du Bosque Bleu qui était en jour 2 à Milan. Il a fait, je crois, une carte de différence dans le main deck. Donc, qu'est-ce qui change? Il jouait pas de. Les deux Bosques, donc celui de Milan et celui qui a gagné Liverpool, ne jouaient pas de coups. Il jouait 3 Snoke, pas de Crate, et un ou deux Avengers. Et voilà les grosses différences dans le main. D'accord. Personnellement, ouais, du coup, c'est quand même un gros changement de passer de 3 Snoke à un seul Snoke. Et de 0 crate à 1 crate. Mais je pense que c'était justifié. En fait, c'est compliqué parce que des fois, Snoke, ça peut te faire gagner une partie, mais ça peut aussi être totalement détrimental si tu te prends un waylay. Tu peux perdre une partie sur un Snoke qui se fait waylay, par exemple. Et c'est alors que. Alors ça peut être la même chose sur Crate, hein, évidemment. Mais Crate a plus de potentiel pour plier une partie en 2 tours. Si un Crate stick sur le board une phase ou deux, c'est gagné. Alors que c'est pas le cas pour Snoke. Snoke, il y a plusieurs moyens pour un Django de le gérer. Mais ça reste une carte très forte, hein. C'est pour ça que j'en avais un autre en side. Et pareil pour Crate. Et selon les match-ups, je faisais rentrer le deuxième Snoke ou le deuxième Crate. Ou je faisais sortir le Crate ou le Snoke. Voilà. Et les deux coups, je voulais avoir une version un peu plus qui a un peu plus qui sont un peu plus slow curve. Et j'avais envie d'avoir quelque chose qui coûte 7. Et Doku n'est pas mauvais contre Django parce qu'il a un shield. Il met une pression. Et bon, c'est un mini takedown. Un mini takedown en plus. Et voilà, donc ça c'est pour les différences. Sinon, la carte clé dans cette méta, c'est évidemment Palpatine contre Django et contre la plupart des decks de la méta. C'est la meilleure carte, hein. Ça tue Devastator quand ça arrive. Ça met beaucoup de pression. Ça, c'est clair qu'il faut jamais descendre à moins de 3 Palpatine dans ce deck. D'accord. Toi qui as fait
Milan et Liverpool, tu as trouvé une différence déjà dans l'orga? Est-ce que tu as vu des modifications? Est-ce que tu as vu des choses... Enfin, qu'est-ce qui t'a semblé un peu différent dans les deux? Au niveau de l'orga, ben, c'est le même orga, c'était juste une meilleure salle et avec une meilleure sonorisation. Euh, et qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Est-ce qu'il y avait plus de WC? Est-ce qu'il y avait plus de WC? J'ai pas fait gaffe à ça. Ah. Mais oui, je pense, oui, c'était meilleur. C'était plus confortable. Pas nécessairement au niveau des tables et des chaises, mais au niveau de la salle, c'était plus confortable. D'accord. Malheureusement, ils n'ont pas amélioré leur side event. Enfin, je crois que au niveau des points qu'ils ont distribués, parce que j'ai pas fait de side event du coup sur ce tournoi, contrairement à Milan. Je crois qu'au niveau des points qu'ils ont distribués, on m'a dit qu'ils en distribuaient plus. Mais si c'est le cas, ils n'ont pas fait la com dessus, parce que dans les mails qu'ils nous envoyaient, il y avait le même nombre de points distribués, donc c'est un peu dommage. Surtout quand on sait qu'à Denver, ils ont diminué Les prix, ouais. les prix des tapis par deux. Ils ont divisé par deux les prix des tapis, ce qui est un choix étrange. Enfin, c'est bon pour les joueurs de Denver, mais c'est Bah, ils ont reçu nos tapis, en c'est fait, normal. Ils avaient 2 fois plus de tapis à Denver. ouais, ils ont 2 fois plus de tapis. Et les joueurs de Milan et Liverpool auraient bien aimé aussi avoir cette réduction. Ouais. Ça... Ouais, Ouais. Bon, ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de communication à ce niveau-là, que un Théo. Parce que si un Théo a décidé ça, c'est justement qu'il perdait pas d'argent dessus. Il s'est dit, bon, on peut se permettre de diminuer les prix des tapis de 2. Alors c'est dommage que OPE s'est pas fait la même réflexion. Ouais. Après, c'est peut-être qu'ils avaient. Je sais pas quel est Enfin, à Milan, j'ai l'impression que les side events se sont plutôt bien remplis, on va dire. Je crois qu'il y avait des Oui, sides le dimanche à 200, 250 joueurs, donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'on était 500 le premier jour. Je sais pas à Denver si les sites se remplissaient bien, on va dire, le premier jour, après les drops, etc. Et ils se sont dit merde, faut qu'on motive les gens parce que ils ont pas envie de. Parce qu'en fait, ouais, 2000 tickets, fallait faire. En faisant 2 sides, fallait au moins faire 5 victoires sur 8, quoi, pour avoir un tapis. Peut-être qu'ils vendaient pas de tapis en fait et que les gens achetaient pas. Ouais, ah oui, bah, je pense ils avaient plein de tapis sur le dos. Ils se sont dit, Sur le bah, dos, ouais. jamais on allait les refourguer avec 2000 points. Oui, c'est Et clair. 2000 points, c'est vraiment cher. à Milan, il y a quand même eu le gros sync à Booster Carbonite. Je sais pas s'ils en avaient à Denver, mais c'est vrai qu'on a tous eu du carbonite. Ouais. il y avait, enfin, typiquement les Carbonites, c'est ce qui est parti en premier à Milan. Je pense qu'ils ont passé beaucoup de points là-dedans, les gens, et les tapis sont venus dans un deuxième temps, donc ça s'est peut-être moins vu le côté les tapis sont extrêmement chers et je sais pas. Peut-être que s'ils n'avaient pas de Carbonite ou peu, ou qu'ils n'avaient pas prévu ce truc-là, ils se sont retrouvés rapidement à devoir avoir des gens qui gueulaient. Non, c'est possible. Alors, donc ça c'était pour ton ressenti. Au niveau des joueurs, il y avait un peu moins de Français. Il y avait moins de Français quand même que. On n'est que 3 Français à avoir fait le déplacement. Après, il y avait des Français expatriés, il y avait quelques Belges. Il y avait Mais Torque. Il y avait Torque ou pas? Oui, il y avait Torque. Ok. Il y avait Torque et sur d'autres. Ouais, tu veux que je parle de mes Ça match-up? c'est ton parcours, ouais, c'est ton parcours. Donc, Ouais. alors, juste pour revenir sur les stats, vous êtes combien de bosques bleus au tournoi? Vous êtes combien J'ai pas de... regardé ça. Je vais te dire ça. Je sais tout qu'on de était que suite. 3 à Milan, on était que 3 bosques. Je crois qu'il y avait que 3 bosques sur le tournoi. Ouais. C'était un bosque CL, un bosque vert, moi, et un bosque bleu en jour 2. Alors, bosque bleu, Et là, il y avait un peu plus de bosques, je crois. Je crois qu'on je était vais vous 8 chercher peut-être. vers le bas. Bosque SHD, vous êtes 8, ouais. Vous êtes 2%. Ouais. Donc, Ouais. Donc belle les perf. gens ont vu le bon conversion rate des bosques de Milan. Ils se sont dit, peut-être que bosque, C'est fort. c'est un bon play. Et ils ont eu raison. Après, bon, c'était un conversion rate ridicule quand t'as que 3 bosques sur le tournoi. Oui, bah, évidemment, ça fait un gros conversion rate, mais c'est pas très représentatif. Mais oui, donc plus de gens ont eu la bonne idée de partir sur bosque. Moi-même, je suis parti sur bosque la veille, hein, seulement parce que mes plans de jouer Palpatine jaune se sont, se sont retrouvés un peu anéantis par un entraînement de dernière minute où je voyais que ça passait pas Django.
Et Alexis Spilk m'avait conseillé, enfin m'avait dit que Bossk avait probablement un bon match-up Django. Et je me suis dit, bon, ok, je sais jouer Bossk, j'ai déjà joué Bossk bleu par le passé. Je vais monter une liste et je vais amener ça, au tournoi. Et effectivement, c'est un bon match-up Django. Bon, j'ai affronté 4 Django, dont 3 en jour 2, un seul en jour 1. Et j'ai perdu contre Gédrej, celui qui a fait finale en jour 2. Mais du coup, je pense qu'effectivement c'est un bon match-up. Pourquoi j'en ai rencontré qu'un? Là, c'est parce que j'ai eu un parcours atypique à Liverpool. Ouais. Parce qu'en gros, à la 3ème ronde, j'ai draw contre une Kira verte. Et après avoir draw, en fait, dans cette méta particulière, quand on draw, on part dans un draw bracket où on ne rencontre que des decks lents. Donc soit des decks hard control, mid-range control. Donc après avoir rencontré Kira, j'ai rencontré Palpatine Colossus, Luke Datavolt, le Luke qui a gagné sa showcase, qui a fait 35ème je crois, Anakin Colossus, un autre Bosque bleu, un miroir, Cat Bane bleu, et j'ai fini avec un Gar Saxon jaune. Mais voilà, ça c'était la méta du jour 1. Ouais, Après mon draw, j'ai rencontré aucun deck rapide en fait. En fait, dans cette méta, tu fais un draw, tu ne peux plus rencontrer Django. Ou tu ne peux plus rencontrer Sabine, c'est impossible. Et c'est ce que je me disais avec les gens sur place, c'est que c'est intéressant parce que ça peut même devenir une stratégie en fait. Bah, ça s'appelle Dans sous-mariner. certaines méta, Ça s'appelle sous-mariner, comment? ouais. C'est pas forcément sous-mariner en fait. Tu rentres dans un bracket où tu sais que tu vas pas rencontrer un certain type de deck, dont Django en fait. C'est quand même dingue que tu peux un peu forcer tes match-up et arriver à un point où si t'as pas envie de rencontrer Django, ben tu peux ne pas le rencontrer. Ouais. Ouais, effectivement. Et tu passes en J2, donc 30ème, je crois, c'est ça? Tu fais une 30ème? Ouais, Je crois que c'est un truc comme ça. ouais, Avec. je fais à 6-0-3. Et t'es le seul à faire ça d'ailleurs, hein? 6-0-3, t'es le seul à faire ça, je crois. Ouais, je crois que je suis le premier mondial à passer en jour 2 à 6-0-3. Incroyable. Euh, Ouais, 6-0-3, t'es en 15-4 avec 21 points tout juste, ouais. Alors c'est pas voulu parce que la dernière ronde c'était un draw naturel malheureusement contre le Gar Saxon jaune qui a fait top 8 aussi lui. Et ouais, c'était un draw naturel. On n'a pas pu aller au bout. Ok. Et ton J2, comment il se passe alors? Il démarre bien avec une victoire sur un Django qui a aussi fait top 8. Donc là, à l'écran J2, c'est la ronde 10. Hein. Ronde 10, c'est le J2. C'est ça. Donc j'affronte ce Django, je le bats. Après j'affronte Jadrej qui me met 2-0. J'ai pas. Je sais pas si. C'était vraiment le meilleur joueur de Django que j'ai affronté sur les 2 jours. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment un bon joueur, il connaît son deck. Il savait même, en faisant son dernier TDR pour gagner le match, il savait même ce qu'il allait récupérer sur TDR parce qu'il avait compté les cartes. Voilà, il savait qu'il allait avoir un dévastateur à coup sûr. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Django qui font attention à ça. Clairement. Donc voilà, donc après voilà, il m'a mis 2-0. Je sais pas si ma liste avait un souci contre les bons Django ou si j'aurais pu prendre d'autres décisions ou s'il a vraiment draw ce qu'il fallait. Mais bon voilà, Django même contre un mauvais match-up, il peut tout battre. Donc c'est pas si surprenant. Ouais. Et après ce match-là, je sais pas si j'étais encore en liste, parce que ça dépendait de ma résistance. Mais après ce match-là, j'ai perdu malheureusement contre Queenlan. Donc c'était le seul Queenlan que j'ai affronté du week-end aussi. Mais pareil, pour la même raison, comme j'étais dans un draw bracket toute la journée du samedi, je pouvais plus affronter de Queenlan. Et bah, j'ai perdu 1-2.
C'était plus ou moins serré. Dans la deuxième partie, c'était serré. Dans la première et la deuxième, c'était serré. La troisième, un peu moins. Mais la troisième, il nous restait 10 minutes sur le timer. On a dû la jouer rapidement pour ne pas avoir de draw qui arrangeait personne. D'accord. Et voilà, j'ai fini par battre un Django, mais le match n'avait pas vraiment d'enjeu à ce stade-là. D'accord. Et après, donc, on voit. Ouais. Du coup, plutôt satisfait de ton parcours, est-ce que tu as une game que tu te dis, celle-là, je la gagne, mon parcours est différent ou Je suis un peu déçu d'avoir fait égalité contre le Luc. Je sais pas si j'aurais pu. En fait, c'était assez particulier parce que Luc, c'est vraiment un match-up simple pour être contrôle, en théorie. Déjà, voilà, les gens qui observent la partie, quand j'ai gagné la 2, quand ils m'ont vu gagner la 2, ils pensaient que j'avais gagné 2-0. Et en fait, j'aurais dit, mais non, en fait, il y a une troisième game là. J'ai perdu la première. Et parce que c'est tellement surprenant que Bosque perde une game contre Luc. Mais en fait, ce qui m'a fait perdre, c'est le Chewbacca pilote. Et j'avais pas de réponse à Chewbacca pilote pendant 2-3 tours, et ça suffit à mettre une telle pression que ben voilà, j'ai été débordé par ça. Et pourtant, Bosque, il a une quantité surprenante de réponses pour un deck contrôle. Il a beaucoup de réponses à un Chewbacca pilote parce que Chewbacca se prend les dégâts et Bosque met beaucoup de dégâts. Donc voilà, je sais pas si j'aurais pu mieux jouer cette partie 1 en faisant plus attention, en préparant ma main de départ contre Chewbacca. J'aurais peut-être pu faire des meilleurs choix de ressources ou des choses comme ça. J'avoue que le Chewbacca, je l'ai un peu oublié dans ma première partie. Je savais même pas s'il le jouait. Je savais pas trop quoi m'attendre en fait. J'avais en face un Luke Data Vault, donc 60 cartes dans le deck. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ça vient de mon manque d'entraînement et de mon manque de connaissance des listes, d'avoir oublié ce genre de cartes. Ok. Voilà, c'est un peu le plus gros regret dans mes matchs, parce que les autres, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. D'accord. Ok. Et sur le top 8, Tom, quand tu vois le top 8 là qu'on a à l'écran, qu'est-ce que ça t'inspire, ce top 8? Alors attends, parce que là, hop, moi je vois toujours le deck. Attends, je vais me mettre là. Paf. T'as le Bosque, t'as le Django. Ouais, t'as 3 Django. Bah, 3 Django, il y a un Queenland. Moi, je trouve que si Hard Control revient pour contrer Django, moi ça me va bien parce que j'aime bien jouer Kylo Ren et Kylo Ren c'est rigolo contre Hard Control. Mais ouais, c'est plutôt des decks qu'on a croisés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de dominance de Django par rapport au top de Milan. Donc ça, c'est cool. Après, c'est des decks plutôt qu'il n'y a pas de grosses surprises. Le Han bleu qui est peut-être un peu plus exotique, on va dire, mais rien de rien de bien nouveau. Après, sur le Bosque bleu, ce que je trouve intéressant par rapport, enfin, la liste du gagnant, si je me plante pas, par rapport à la liste que tu jouais, Kéo, c'est qu'il joue beaucoup moins d'unités. Enfin, il a vraiment axé le truc sur je mets pas d'unité et je garde que du late game sur l'unité. Il n'y a pas de client, il n'y a pas de. Ah, Vraiment- il a pas de client. Non, il joue J'ai pas pas de fait gaffe à ça. client, il joue pas de. En fait, sa première unité, c'est à 8 quoi. Il joue rien. Ah putain, si t'as raison, il a un client. C'est juste que c'est. Excuse-moi, c'est c'est filtré dans le mauvais ordre. Oui, c'est mal Non, il a filtré, bien c'est un pour ça que client, je suis ouais, mêlé. il a Ouais. bien un client. Non, c'est Ça moi. m'aurait étonné. Je me suis Ouais. fait avoir. Ouais, non, on a à peu près le même nombre d'unités au final, vu que j'ai deux coups en plus. J'ai peut-être une unité en plus parce que j'ai un crate. Mais Ouais, tu dois avoir. Mais non, c'est des listes. Moi, j'espère. J'ai quand même l'espoir qu'on n'aille pas dans une méta où il y a que tu full hard control, mais je sais pas les. ouais, mais si ça arrive, en fait, il y aura toujours Il des y a les contres. ânes. Il y a les ânes jaunes, quoi. Il y a les ânes Qui jaunes. vous embêtent Même un peu. si les boss, comme tu peux voir, ils ont tous 3 Sham Syndulla en side, c'est Ouais. pas pour rien. Mais, euh, mais bon, il y aura. En fait, une méta où Bosque. Déjà, tout le monde a pas envie de jouer Bosque bleu, donc
C'est Tu te ça. retrouveras jamais avec la C'est même proportion de Bosque Bleu que de Django. On l'espère. c'est moins accessible aux joueurs hein, quand même. C'est moins. Alors, Ouais. je dirais pas que le deck est plus difficile à jouer qu'un deck Django forcément, mais beaucoup de joueurs n'aiment pas ce style de jeu. Plus de joueurs n'aiment pas ce style de jeu que de jouer Django ou ou un autre deck aggro. Donc Mm. tu verras jamais une surreprésentation de ces decks contrôle. Et même si tu en voyais, les contres existent. C'est clairement Oui, pas tout à fait. une stratégie dominante. Et ce qu'on peut dire aussi sur cette nouvelle version de Bosque Bleu, c'est que Chilson n'est pas joué. Ça, c'est quand même assez particulier pour un deck hard control bleu. On joue plus Chilson. Alors, moi, je le joue même pas en side. Le gagnant en joue 2 en side. Je sais pas à quel point ça a été impactant pour lui, mais clairement, Chilson, on peut s'en passer. Euh, Dans cette méta, il est beaucoup moins fort il est beaucoup moins fort qu'avant. Il est beaucoup moins fort qu'avant. Parce que il a jamais été très bon contre Tarkington et c'est une méta Tarkington et Quel- voilà, c'est assez facile de gérer Ouais, un puis Chilson. Et surtout, il y a on joue beaucoup, plus. il y a beaucoup d'aériens. Ouais. Il y a beaucoup d'aériens D'ailleurs. et dans la liste de boss, qu'on joue plus de cartes rouges parce que Grenade Strike et Shootdown qui sont les. Alors Shootdown, c'est la carte que Bosk a gagnée au 7-4, qui est une excellente carte. Qui est Une carte pour retirer tous les petits vaisseaux du tour 1. abattre, ouais. Ouais, pardon, j'ai pas les noms des cartes en Ouais, français. ça abattre en français. Ouais. Et, et Grenade Strike qui est plus situationnel, mais qui fonctionne bien dans cette méta avec plein de. Alors en gros, soit les Django jouent plein de petites unités à des 3-1, et dans ce cas-là, c'est vraiment monstrueux contre eux. Soit on se retrouve contre un deck qui joue des shields comme Gar Saxon, ça aide vraiment à s'en sortir contre Gar Saxon qui a plein d'unités avec des shields. Donc avec Grenade Strike, on peut leur retirer les shields et après tuer ces unités avec les autres armes de Bossk, hein, parce que Bossk c'est quand même un deck rouge, donc c'est beaucoup axé sur les dégâts, pas seulement sur les removals directs. Donc voilà, Grenade Strike c'est une bonne carte. Après bon, elle marche pas dans tous les match-ups, mais c'est une bonne addition au deck. Ça permet vraiment de survivre suffisamment longtemps pour poser ces grosses unités. Ouais. C'était la carte que tu disais que tu joues pas et que le gagnant en joue. C'est Chilson, j'en joue 0 en side, mais le gagnant en joue 2 en side. Lieutenant Chilson. Ouais. Pour contrer un peu. Ouais. Ok. Ok. Et ce que je voulais rajouter aussi sur ce top 8, c'est que les 3 Django du top 8, ce sont des excellents joueurs. Hein. C'est pas 3 Django random. Même le 8ème, on le connaît moins, mais Torque m'a dit que c'était un habitué de Django depuis. Enfin, il joue Django depuis 5 mois. Et il avait fait finale de PQ en Irlande. C'est un Irlandais. Donc, voilà, c'est 3 joueurs de Django qui sont habitués au deck et qui poncent le deck depuis longtemps. Donc ça veut dire que en gros on enlève on enlève ces 3 bons joueurs de Django, on peut se retrouver facilement avec des top 8 sans Django. C'est quand les bons joueurs jouent Django, c'est quand les bons joueurs jouent un deck, ils se retrouvent en top. Là, il s'avère que les bons joueurs jouent Django, ils se retrouvent en top. Django est pas aussi oppressant, en tout cas dans la méta de Liverpool Milan. qu'il était à Milan. Milan. Ouais. À Milan, c'était la surprise. Ouais. Ok. Bon, vous avez basculé tout doucement vers le dernier point que je voulais aborder avec vous. C'est un point sur la méta. La méta, on entend de plus en plus de gens crier au ban immédiat de Django avant même Lille. Là, je reviens un peu sur le site de Nox. Il a comptabilisé 7 événements, donc il m'a dit c'est les PQ, c'est les sectors et c'est les gros événements quoi, c'est pas les petits voilà. 1700, une moyenne de 257 joueurs, bon c'est un peu faussé par les sectoriels évidemment. Leader base, ça on va pas trop se pencher là-dessus, c'est plutôt ça qui me semble assez intéressant, c'est leader base dans les top 8. Donc 21 top 8 avec Django Tarkintan, plus 4 avec Django base rouge maintenant. On est sur
la surreprésentativité de Jungkook qui est toujours là. Euh, Mais au niveau victoire finale, finalement, c'est pas non plus trop déconnant sur les 7 tournois qu'il a enregistrés. On a quand même un pool de vainqueurs qui est assez diversifié. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est oppressant, je pense, c'est le nombre de joueurs, mais en finale, est-ce que ça vous inquiète ou pas? Je pense qu'on est encore un peu tôt pour. Enfin, il y a encore, même s'il y a eu des très gros tournois, il n'y en a pas encore eu. Enfin, la quantité de tournois permet aussi de mieux voir et de voir si d'autres decks vont pouvoir émerger. Clairement, le Django sur Milan, c'était la vague. Et je pense qu'il y a aussi le fait que les gens vont s'adapter au play, vont peut-être tourner autour de plus de certaines choses, etc. Même si le deck était connu, il était quand même, il a des plays un peu qui peuvent être surprenants où on s'attend pas à se prendre Devastator, into 9 dans la gueule, donc ça fait 13 dans la base, donc tu peux perdre sur des plays comme ça. Une fois que tu l'as pris une fois, normalement tu fais plus attention. Enfin, tu tournes autour en tout cas. T'essayes. Je pense que faut attendre encore un peu et on va voir. Là, il y a la saison des showdowns qui va. Enfin, il reste encore un sectoriel aux US semaine prochaine, si je me plante. Enfin, ce week-end, si je me plante pas. Ouais. Et après, on va partir sur la saison des showdowns et des PQ où on va avoir beaucoup plus de données, même si les tournois sont beaucoup plus petits. Mais ça change rien au fait que les gens ils ont envie de gagner. Donc, si Django Ah, est très fort, les gens vont jouer Django, quoi. ouais. Les PQ, c'est Et, après Lille. ouais, les PQ, c'est à partir de mai. Ouais. 11 mai. Là, on a un mois de showdown et ensuite, bah, il y a le tournoi de French Palpatine la semaine Ouais, prochaine. tout à Ça fait. fera un gros tournoi en plus à analyser. Et puis, moi, je Mais pense que c'est encore trop, enfin, c'est encore trop tôt. Il faut laisser un peu de temps et voir. Mais il y a des contres. Là, le deuxième week-end, il a montré qu'il y avait des contres potentiels, des façons de jouer autour. Ce que Keo dit sur le fait que les joueurs de Django en top, c'est des bons joueurs. S'ils avaient joué un autre deck, ils auraient sans doute fait un très bon résultat aussi. Euh, donc c'est pas un deck enfin, si le deck valorise le fait de s'entraîner, de connaître la méta et est fort, bah entre guillemets c'est un deck fer quoi. ouais. Kéo? Même s'il est plus accessible à tous que d'autres types de decks comme Han Jaune par Je exemple. sais pas si j'ai jusqu'à dire que le deck est fair. Le deck c'est un tir S, clairement. On voit son tableau des match-up, il a que du vert et un peu de rouge qui vient d'apparaître avec Bosque. Mais clairement, le deck est un tir S. Après, est-ce que c'est un problème en soi? Moi, je dirais que non, mais moi, j'ai un point de vue d'un joueur d'un autre TCG, Pokémon TCG, où les bans n'existent pas. Dans le format, dans le format standard, les bans n'existent pas. Parce que, euh, parce que les devs, ils sont au Japon et ils s'en fichent de la communauté, de la communauté de, de l'Ouest qui se plaint. Donc, se plaindre ne sert à rien sur Pokémon TCG. Donc, les gens, quand il y a une méta comme ça qui est dominée par un archétype, ben, au lieu de crier au ban, parce que ça sert à rien, il se motive à créer des contres, à jouer d'autres trucs, ou alors à jouer le deck et l'optimiser. Mais en tout cas, enfin voilà, on survit à ce genre de méta. C'est pas la fin du monde. Des fois, c'est un peu déplaisant. Des fois, les gens sont un peu lassés, mais c'est pas. On peut survivre à ce genre de méta. Et moi, j'ai jamais appelé au ban, même à l'époque de Boba, j'appelais pas au ban de Boba. Je comprenais pourquoi il était fort, pourquoi il était oppressant, tout ça. À ce moment, c'était un peu moins lassant parce que le Boba du 7-1 au 7-2 était jouable dans les 4 aspects. Donc on n'avait pas l'impression d'affronter le même deck ou de jouer le même deck quand on affrontait un Boba rouge ou un Boba jaune ou un Boba vert ou un Boba bleu. Qu'il existait aussi en bleu en version contrôle. Donc
c'était pas inintéressant d'avoir Boba dans la méta, même s'il était surreprésenté. Là, à l'inverse, on a Django qui est le même deck, il n'existe pas dans d'autres couleurs. C'est clairement lassant de l'affronter. Les miroirs Django, les gens diront qu'ils sont pas très intéressants et sont pas super intéressants à regarder. Même si on peut voir les meilleurs joueurs de Django se démarquer même dans un miroir. Mais voilà, moi, en tant que joueur, ça me dérange pas qu'il y ait une méta comme ça avec un deck qui est clairement plus fort que tous les autres. Parce que pour moi, c'est plus facile de trouver une réponse ou de naviguer dans cette méta que dans une méta totalement ouverte où il y a 100 decks différents, 100 archétypes différents et que du coup ça devient presque impossible de choisir le deck correct pour gagner un tournoi. Alors que là, ben voilà la preuve, la preuve. Le Bosque bleu, clairement, il est venu à Liverpool, celui qui a gagné, et moi, on est tous les deux venus à Liverpool parce qu'on se disait, on a le deck qui cible le meilleur deck et qui peut nous permettre de gagner le tournoi. Et voilà, ça permet de faire des choix de deck beaucoup plus simples, d'avoir une méta comme ça avec un tir S clair et net. Ouais. Est-ce que c'est une bonne... est-ce que je veux que toutes les métas soient comme ça? Non, clairement pas. Une méta un peu... un deck tir 1, ça me suffit. Ça me suffit qu'il y ait des tirs 1 clairs et nets. J'ai pas besoin d'avoir de tir S. Mais pour moi, c'est que temporaire dans tous les cas. Même qu'il y ait un ban ou qu'il y ait un ajustement ou pas, le prochain set changera les choses. Alors après, les gens peuvent dire que 4 mois, c'est long. Mais je pense qu'on peut voir des innovations même en 4 mois. La preuve avec Liverpool, surtout. Et je pense qu'on en verra encore le week-end prochain au prochain secteur. Et s'il n'y a aucun ban, je pense on verra encore d'autres innovations, d'autres choix de deck intéressants à Lille. J'ai confiance en ça. Mais si on doit bannir quelque chose, c'est TDR. Voilà. Ce que je veux dire. C'est pas Django, je pense, parce que bannir un leader, c'est pas une chose très souhaitable pour moi. Je préfère bannir une seule carte, qui certes est jouée dans plein d'autres decks, mais je pense que le leader a le mérite d'exister, sa capa est intéressante. Et c'est vraiment TDR qui le met au top du top. Tiens, ça me fait basculer sur le site de swmeta.net. Il fait un most play card là. Alors bon, c'est biaisé évidemment, hein, parce que bon, évidemment, vu que c'est surreprésentation de Django, c'est les cartes qui sont dans le deck Django. Mais ouais, quand on voit Surprise Strike, Devastator, Ruthless Rider, Waylay et TDR, donc Triple Dark Raid, en français, je sais jamais le dire, triple assaut, obscur, je sais pas. C'est quoi TDR en français? Il y a personne qui Triple dit Dark Raid. Ça, je sais pas du tout. Assaut triple ténèbres. Assaut triple ténèbres, voilà, magnifique traduction. Ouais, c'est une petite stat là, franchement, s'il peut peaufiner peut-être par deck, ça peut être sympa, mais c'est une petite stat qu'il a sur son site qui est sympa. Si je me souviens bien, au moment du bannissement de Boba, les éditeurs avaient dit qu'ils ne banniraient jamais de cartes et que des leaders. Est-ce qu'ils reviendront sur non, ça? Ils avaient dit ça, non? Ils avaient dit qu'ils feraient pas d'errata, et ça je suis effectivement contre les errata également, parce que c'est confusant pour les nouveaux joueurs, ça demande de pas lire ce qui est sur la carte et à la place lire ce qu'il y a dans les règles. Enfin, c'est vraiment pas une bonne chose, je pense, pour le jeu, les errata. Mais non, ils ont pas dit. Ils peuvent bannir des cartes. D'accord, ok. Ah, ça, j'ai les errata, c'est un bordel en arbitrage. Vaut mieux éviter. Aussi, ouais. Ouais, vaut mieux éviter, ouais, effectivement. Et ouais. Ok. Donc, ouais. Et le deuxième point qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, après Milan, on pouvait tous un peu suer. Mais là, après Liverpool, quand tu vois que le top 8 est quand même... Enfin, il y a quand même un peu de tout. Et que c'est même pas un boss qui gagne. Ouais, je pense que si les joueurs se creusent un peu la tête, effectivement, Django, il y a de quoi faire. Et même à l'intérieur de Django, il y a
bah, y a le Django avec la base 30 qui arrive. Même à l'intérieur de Django, il y a des contres qui arrivent, donc ça me semble pas mal. Ouais, 3 Palpatine qui tue 3 Django dans le top 8. Il faut quand même un leader dominant, je suis d'accord avec Keo, il faut quand même un leader dominant, ça permet de lire la méta. Et si on était sur une méta complètement explosée, ce serait très difficile. Comment vous voulez qu'on fasse des vidéos sur une méta complètement explosée après? Ok. Après, c'est aussi intéressant à naviguer, hein, une méta très diversifiée. Où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, c'est intéressant à naviguer, mais c'est différent en fait. Les deux sont des mondes totalement différents. C'est plus facile, en tout cas, c'est plus facile pour un bon joueur de choisir un bon deck dans une méta plus ciblée avec seulement quelques decks au top du format. 2-3 decks au top du format. Ça va être contrôle. Après, il y a un mois, on était tous sur ban Anne. Anne a quasiment complètement disparu. Ah, mais ça, c'est parce qu'il se fait manger par Django. Ouais. Ça, c'est ce qui. Ouais. Mais Anne sera toujours fort, hein, sera toujours un problème. Et surtout encore plus si on touche à TDR, clairement. Mais après, moi je suis d'avis là encore que faut attendre et de voir si Anne sera vraiment un problème, si Django est ban ou si TDR est ban, parce que on a une nouvelle arme contre Anne, c'est Sham. Alors tout le monde va jouer Sham Syndulla, mais tous les decks rouges peuvent la jouer en tout cas. Elle a pas d'affinité héroïque ou infamie. Donc c'est vraiment une bonne carte contre Anne. Anne n'aime pas voir cette carte. Et toi, Dom, tu restes sur Queen Anne pour l'instant? Tu repartirais si tu vois des Ouais, Django je vais arriver, un petit Kylo qui Bah, moi- reviendrait? Non, en gros, à Milan, mon gros souci, c'était pas Django, c'était Queenlan. Que j'ai eu 4 mirrors sur le jour 1. Et le mirror Queenlan est inintéressant au possible. Mais le deck était sympa à jouer, donc je pense que je vais pousser un peu, dans cette direction-là. Et ouais, par contre, si Django recule un peu, Kylo peut revenir un peu. Enfin, il y a très peu de full aggro ou aggro swarm. Sabine a a quand même beaucoup disparu par rapport à avant. Mais Queenlan et Django sont deux problèmes au fait de jouer des unités à 1 PV. Donc, faut voir s'il y a possibilité de faire revenir ça dans la méta. Après, sinon, il y a un peu l'idée du IV de Milan, c'était de jouer une version de Django plus aggro que Django pour le tuer avant lui, quoi. Mais, euh, mais j'ai pas forcément envie de jouer comme ça Kylo Ren, donc on verra. Pour l'instant, Queenlan, peut-être Kylo Ren sur le côté, sur la table de préparation pour si on arrive à trouver quelque chose. Kylo Ren n'aime pas non plus les grenades strike de Bossk. Il aime pas, mais bon, il a l'habitude le truc qui file -2/-2 à 2 unités là. On peut se débrouiller. Mais ouais, Grenade Strike est un problème aussi. Je l'ai bien vu dans la liste. Ouais. Et si la méta... Alors j'ai vu des youtubeurs américains, enfin aux États-Unis là, ils étaient déjà tous en panique. Est-ce que la méta va rebasculer sur le hard control? Je suis pas sûr. Ouais, Je suis il pas panique sûr. sur ça. Ah, ils étaient en panique. Ouais. Mais ils aiment pas ça. Hein. Ouais, les US, ouais, dès que t'as du contrôle. Dès qu'il y a du contrôle, ils aiment pas ça. Ça dépend des jeux, parce que ouais, les gens disent ça, mais je sais qu'à d'autres jeux, Ouais. ça les dérange pas de jouer contrôle. Donc, mais c'est vrai que sur Star Wars, ils ont l'air. Clairement, on avait une méta différente sur les PQ du 7-3. Et ben là, ça se ressent aussi sur Denver. Ils n'ont pas eu la même réponse que nous à Liverpool. Non, ils sont allés dans la surenchère du Django, avec un Django base 30. Et nous, on a Ouais. trouvé un autre contre. Ouais. Bon, on verra ça. Il y a encore donc le sectoriel de ce week-end, c'est aux États-Unis, donc on verra. Et après, on est sur un petit tour de tournoi moins gros. Enfin, il y a le tournoi de French Palpatine qui est programmé à 92, c'est ça? Il pourra nous dire dans le chat. Sinon, on est sur des Store Showdown. Et puis, le prochain gros truc, ça sera Lille.
Donc on va voir ça. 80 inscrits, il nous annonce 80 inscrits, Palpatine, donc gros tournoi pour aller vous entraîner. De mémoire le 13 avril, je crois. Et bien les amis, merci. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'était vraiment cool de découvrir les premiers gros événements à Star Wars. Moi, Milan, j'ai passé un super week-end, même s'il n'y avait pas le jour 2. Et le fait que ça se remplisse quand même autour des 500 joueurs, c'est quand même plutôt bon signe. J'ai hâte de voir à Lille combien on va être. J'espère qu'on dépasse. Ce serait cool de dépasser le millier, mais on verra combien ils arrivent à monter, quoi. Mais c'est plutôt encourageant pour la suite du jeu compétitif et surtout avec des gens qui se déplacent, beaucoup d'Européens qui se déplacent quand même et qui font des kilomètres pour taper le carton. Ça, c'était super cool. Ouais. Ouais, j'étais un peu déçu des chiffres de Denver, surtout. Parce que Liverpool, bon, j'avais compris que c'était vraiment cher pour les Européens. Et en plus, il y avait un événement hippique en même temps. Mais Denver, je m'attendais de la part des Américains plus de participation. On verra sur le secteur de ce week-end. Peut-être que Denver était vraiment pas bien situé pour eux, je sais pas. C'est vrai. Ouais. Après, le fait qu'ils en aient deux, peut-être que effectivement. Ouais, on verra. Peut-être qu'ils seront mis au secteur de ce C'est week-end. Mais... Richmond, ouais. Denver, Denver, c'était 430. Donc moins que nous à Milan. Ouais. Ok. Eh bien les amis, un grand merci à vous encore une fois. Encore bravo à Keo pour son parcours à Liverpool et avoir senti la méta avec son bosque bleu. Tu seras présent à Lille, j'imagine bien. Je ferai tous les secteurs et les régionaux de Star Wars pour les années à venir. Donc, en Europe. Je vous annonce que si T1 vous tombez contre cet adversaire, enfin celui-là aussi, hein, il est pas mauvais non plus, mais lui vous le rencontrez plutôt en tant qu'arbitre. moins peur quand même. Bah si tu viens en tant qu'arbitre, et que tu viens sur la table en tant qu'arbitre, tu peux faire peur quand même. C'est ça. Ça peut faire peur. Je vous deck check. Le deck check ronde 1. Je me suis fait deck check ronde 1 à Liverpool. Ronde 1. Ouais, ça met un coup de pression, ça. Ouais. Ok. Les amis, si vous me regardez en rediffusion, alors moi, Raj Alpha, moi je serai, je devais pas aller à Lille, mais finalement je viendrai à Lille. Voilà. A priori, je sais pas en tant que quoi, mais je serai à Lille. Et mon prochain leader, c'est le leader où j'ai eu la showcase, donc c'est Lando. C'est Lando, voilà. J'ai eu la showcase Lando, donc je vais jouer Lando mon prochain tournoi. Je sais pas encore comment je vais le jouer, mais je vais essayer. Voilà. Un grand merci pour le visionnage, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous regardez en direct, si vous voulez participer à Twitch. Si vous voulez regarder en rediffusion, ça sera demain sur YouTube. Bonjour à tous, bonne pioche à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.